Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous avons visité le camp de concentration de Majdanek, tout près de Lublin, l'un des lieux qui a été témoin de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Situé en la périphérie de Lublin, l'idée de la construction de ce camp a été initiée lors de la visite des 20 et 21 juin 1941 du chef des SS Heinrich Himmler, qui ordonne la construction d'un grand camp de concentration capable d'accueillir jusqu'à 50 000 prisonniers. La construction a commencé en octobre 1941 avec l'arrivée de 2000 prisonniers de guerre soviétiques, marquant le début de son histoire macabre d'extermination, jusqu'au 24 juillet 1944, date à laquelle il a été libéré par les forces soviétiques. Pendant cette période, on estime qu'environ 500 000 personnes ont été internées dans le camp de Majdanek, dont 360 000 sont mortes, 60% en raison des conditions de vie et de travail dans le camp, et 40% assassinés dans les chambres à gaz ou exécutés par d'autres méthodes telles que les fusillades massives. L'entrée à cet endroit est gratuite, et la visite peut se faire de manière libre ou guidée, avec plusieurs panneaux d'information le long du parcours du champ, que nous commençons près du grand monument à la lutte et aux martyrs, érigé en 1969 en mémoire des victimes du champ. La partie principale du monument fait allusion à la porte de l'enfer de la Divine Comédie de Dante, et devant celle-ci, une concavité symbolise l'abîme du campement. Ce monument est situé à l'endroit où se trouvait à l'origine la porte d'entrée du camp, où les trains n'arrivaient pas directement. Les prisonniers arrivaient en wagon à bestiaux jusqu'à Lublin, où, escortés par des soldats SS, ils parcouraient à pied environ 1,5 km jusqu'à l'entrée du camp. Depuis la porte d'entrée du camp, et par le soi-disant chemin noir, ils arrivaient jusqu'à l'endroit où ils allaient être sélectionnés, en passant à côté du secteur des SS, où se trouvaient à la fois les bureaux de commandement du camp, le quartier général des SS et les casernes des gardiens. En parcourant le chemin noir, nous arrivons à l'entrée du camp de prisonniers, délimité par une double clôture de barbelés électrifiés et 19 tours de garde, dont certaines sont encore conservées. À droite, en premier lieu, nous trouvons les toilettes des hommes, à une extrémité desquelles se trouvent les chambres à gaz. Jusqu'au printemps 1942, le camp ne disposait que d'un puits et manquait d'équipements sanitaires de base, jusqu'à la construction de ces toilettes. Avant leur entrée dans les bains, les hommes avaient été dépouillés de leurs vêtements et de leurs biens dans une autre baraque, d'où ils étaient conduits nus par les SS jusqu'aux bains, où ils étaient rasés comme forme de stigmatisation, et pour être utilisés comme matière première pour la fabrication de feutres et de fils. Après leur coupe de cheveux, ils passaient aux douches, qu'ils utiliseraient rarement pendant leur séjour au camp, et après la douche, ils se dirigeaient vers les baraquements pour commencer leur martyre au camp. Des douches, ils passaient au vestiaire, où ils s'habillaient avec des vêtements qui avaient été préalablement désinfectés avec du Zyklon B. Comme nous le mentionnions, à côté des toilettes des hommes se trouvent les chambres à gaz, où les prisonniers sélectionnés pour l'extermination étaient assassinés avec le gaz Zyklon B, sélection qui se faisait sur une petite esplanade extérieure appelée la Roseraie,
où le personnel médical et les SS décidaient qui devait vivre et qui devait mourir. Derrière les toilettes des hommes se trouvent les toilettes pour les femmes, qui, pendant le processus de bain et de désinfection, subissaient une expérience très dégradante, se déshabillant devant les hommes de la SS, étant soumises à la désinfection de leurs parties intimes et même à des fouilles personnelles. Pour les femmes juives, c'était encore pire, car après une première sélection à leur arrivée, une deuxième sélection avait lieu dans les douches, où les médecins et les surveillantes allemandes choisissaient leur destin. En sortant des toilettes des femmes, sur un côté, nous trouvons la roseraie, où se faisait la sélection des prisonniers juifs et d'où ceux considérés comme incapables de travailler, comme les enfants, les personnes âgées et les malades, étaient envoyés directement aux chambres à gaz. Nous poursuivons notre parcours à travers les entrepôts et les ateliers, où les prisonniers les plus chanceux effectuaient leur travail à l'abri. Dans cette zone, nous pouvons visiter les casernes 43 et 44, qui servaient d'entrepôt pour les biens des prisonniers. Dans la caserne 44, nous trouvons l'exposition Lublin sous l'occupation allemande, avec une collection de 10 panneaux informatifs, qui décrivent l'histoire des lieux autour de Lublin ayant joué un rôle fondamental pendant l'occupation allemande de la ville, laquelle a été choisie comme quartier général de l'opération d'extermination des Juifs dans le soi-disant gouvernement général, une unité administrative créée par le dictateur allemand dans les zones centrales de Pologne qui n'avait pas été annexée au Troisième Reich. À côté de ce baraquement, nous trouvons la caserne 43, où nous pouvons voir l'exposition Majdanek, passé et présent, où nous pouvons voir des photographies d'archives prises sur les terrains du camp pendant l'occupation, et des photographies contemporaines des mêmes lieux, une chronologie du camp de prisonniers, et une grande photographie aérienne et le plan du camp en 1944. Nous continuons à marcher et tout près, nous trouvons la caserne numéro 47, où nous découvrons une exposition multimédia, comprenant une composition visuelle symbolique formée de boules de fil de fer barbelées, un livre commémoratif, une œuvre d'éloquence, des mémoires de prisonniers, et des prières de Polonais, Juifs, Russes et Roms. Devant cette exposition dans la caserne 62, nous trouvons l'exposition Les prisonniers de Majdanek, située à l'emplacement de l'ancien atelier de cordonnerie du camp. Dans cette exposition, qui évoque l'histoire et les souvenirs des prisonniers, et où sont racontées les histoires individuelles et le destin de certains d'entre eux, en plus de nombreux documents et objets originaux, l'exposition inclut une collection de témoignages des anciens prisonniers du camp. Nous sortons à nouveau à l'extérieur, et dans la caserne 52,
nous trouvons une exposition des chaussures confisquées aux Juifs pendant l'opération Reinhard, opération qui visait l'anéantissement des Juifs dans le gouvernement général, l'exploitation de certains Juifs sélectionnés pour survivre temporairement en effectuant des travaux forcés, ou la prise, l'évaluation et le recyclage des vêtements, des biens personnels, des objets de valeur et des monnaies, extraits aux Juifs assassinés dans les centres d'extermination. Nous avons ensuite visité la caserne 55, où est présentée l'exposition Ils sont arrivés au ghetto et se sont aventurés dans l'inconnu, où sur 20 panneaux, sont présentés la genèse et le développement de l'opération Reinhard, depuis les premières déportations de Lublin vers le camp d'extermination de Belzec, jusqu'à l'action Ernstfest ou Festival de la Récolte, lorsque le 3 novembre 1943, des unités spéciales des SS et de la police envoyées à Lublin ont fusillé 18 000 Juifs au bord du camp. Au moins 8 000 des victimes étaient des prisonniers de Majdanek, et les 11 000 autres étaient des personnes qui effectuaient des travaux forcés dans d'autres camps ou prisons de la ville de Lublin. Pendant l'opération, de la musique massive a été diffusée sur des haut-parleurs dans tout le camp pour étouffer le bruit du massacre de masse. Après le souvenir de ce massacre, nous entrons dans le camp 3, l'un des camps dans lesquels Majdanek était subdivisé, où plusieurs casernes sont conservées ou ont été reconstruites. Dans deux de ces casernes, les numéros 14 et 15, nous pouvons voir les conditions de vie des prisonniers, qui recréent l'intérieur des casernes à l'époque où le camp était opérationnel. À une extrémité du camp 3, nous trouvons la colonne des Trois Aigles, construite pendant l'existence du camp en 1943, et dont le prétexte de construction était que les autorités du camp aspiraient à décorer les camps de prisonniers, en profitant d'édits prisonniers pendant leur construction pour placer un récipient avec les cendres des prisonniers, servant ainsi de premier monument en hommage aux victimes du camp. En sortant du camp 3 et en suivant un parcours ascendant vers le crématoire, nous rencontrons une série de panneaux informatifs où nous sont expliqués le système allemand des camps de concentration et d'extermination, le nombre de prisonniers et de victimes, ainsi que la localisation des différents camps dans le Troisième Reich. Enfin, nous avons commencé le parcours que faisaient les corps des prisonniers assassinés vers le crématoire, situé près de la caserne de l'hôpital du camp V. Construit en briques dans sa partie inférieure et en bois dans sa partie supérieure, le crématoire commence à fonctionner à la fin de 1943, jusqu'à ce que le 22 juillet 1944, lors de la liquidation finale du camp, les soldats SS mettent le feu au bâtiment avec les cadavres des dernières victimes. Le crématoire était composé de 12 salles, avec une salle centrale où se trouvait un ensemble de 5 fours pour la crémation des cadavres. Dans une salle adjacente, nous trouvons les restes de 2 chariots utilisés pour le transport des corps, et le four d'un crématorium situé entre les camps I et II, où jusqu'à 100 cadavres pouvaient être incinérés par jour, et qui a servi temporairement jusqu'à la construction et la mise en service du nouveau crématorium. Dans une salle plus sombre et lugubre, les corps des prisonniers assassinés étaient entreposés avant leur crémation,
bien que, avant cela, dans une autre salle, les cadavres étaient profanés, leurs dentiers volés ou leurs dents en or extraites. Après la libération du camp, une commission polono-soviétique a commencé à enquêter sur les crimes qui avaient été commis, un rapport ayant été publié. Cependant, seul un petit nombre des 1300 membres du personnel du camp a été jugé, avec une dizaine de peines de mort et une centaine de peines de prison prononcées. Actuellement, c'est l'un des camps de concentration les mieux conservés, et étant donné que la plupart des assassinés dans les chambres à gaz étaient des juifs, dont beaucoup étaient conduits aux chambres à peine arrivés au camp, certains historiens considèrent Majdanek comme un camp d'extermination et non seulement de concentration. Et par un jour pluvieux et triste comme celui-ci, nous terminons la visite, bien qu'un autre endroit avec une signification similaire mais très méconnu nous attende l'après-midi.